Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers où l'on parle de sommeil, de nutrition, de santé physique et de santé mentale et comment améliorer ses habitudes pour être en meilleure santé basé sur la science et l'expérience. Je suis Baptiste Tasson et je suis un étudiant pour la vie qui partage les choses que j'apprends concernant la santé pour en faire bénéficier le plus grand nombre gratuitement et rapidement. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du sommeil en général et comment faire des changements simples pour pouvoir passer de meilleures nuits. Tout d'abord, il est possible que l'épidémie de maladies mentales, dépression, anxiété, etc., que l'humanité vit en ce moment est liée en grande partie avec un mauvais rythme circadien, un sommeil perturbé, un sommeil déréglé. La science autour du rythme circadien, elle est au top aujourd'hui. Comme vous le savez, vous êtes synchronisé et vous suivez un certain rythme sur 24 heures. Toutes vos hormones, vos neurotransmetteurs, etc., sont synchronisés avec avec ce que fait l'univers en quelque sorte. Et ce qui est amusant est que les êtres humains sont capables de volontairement dérégler leur rythme circadien. Ils sont capables de ne pas le respecter, mais des gènes attendent que l'on soit en communication constante avec notre environnement. Ce qui nous sépare des autres espèces est que nous sommes capables de créer artificiellement une journée de 24 heures, ce qui perturbe et dérègle totalement notre rythme circadien qui a besoin du soleil pour bien se régler. Et quand on regarde les nombres, entre 20 et 30 des personnes dans les pays développés manquent de sommeil quotidiennement. Ce qu'il est intéressant de voir sont les effets sur le corps humain de ce manque de sommeil. Certaines études ont montré par exemple que sur 5 ans, les personnes qui étaient en manque de sommeil ont pris presque 2 fois plus de gras que celles qui ne manquaient pas de sommeil. Manquer de sommeil signifie en général dormir moins de 6 heures par nuit, mais ça reste très individuel. Certains s'en sortent très bien avec 6h30 de sommeil par nuit, d'autres ont besoin de 7h50 ou 9 heures de sommeil pour se sentir aussi bien. Il n'en reste pas moins que si vous dormez moins de 6 heures par nuit, vous serez clairement en manque de sommeil. Une analogie que l'on peut faire concernant les besoins individuels en sommeil est avec la quantité d'eau qu'il faut boire par jour. Le minimum se situe entre 1,5 et 2 litres, c'est l'analogue des 6 heures de sommeil, mais pensez-vous que Victor Wembanyama doit boire autant que Mimi Mati? C'est pas sûr, mais il y a tout de même un seuil à partir duquel on sait que vous serez plutôt bien, soit plutôt mal. De plus, vous le savez, mais pour optimiser son sommeil, il n'y a pas que la quantité, il y a les 4 macros du sommeil, hein, résumés dans la formule QQRT bien sûr. Le premier Q est pour la quantité, mais le second est pour la qualité de votre sommeil. Car c'est bien de dormir 6h30 par nuit, mais si vous vous réveillez toutes les heures et que vous n'avez pas assez de sommeil profond ni assez de sommeil paradoxal, et qu'en plus vous avez passé 10 heures dans le lit et que donc vous avez une efficacité de 65 c'est très mauvais sur le long terme. C'est un peu analogue avec les nutriments. Oui, la quantité de nutriments que vous allez apporter à votre organisme compte, mais la qualité de ces nutriments est encore plus importante. Des protéines végétales ne sont, par exemple, pas aussi bien absorbées que les protéines animales par le corps humain. Le manque de sommeil, il affecte également d'autres choses et on peut notamment voir un lien entre manque de sommeil et la testostérone. Vous savez certainement que la testostérone est cruciale tant chez les hommes que chez les femmes, pas seulement pour la croissance musculaire, mais aussi pour la longévité. Une étude publiée en 2011 où les participants étaient des jeunes hommes ayant 24 ans en moyenne
eh bien ces jeunes hommes, ils étaient privés d'une partie de leur sommeil pendant seulement une semaine. Grosso modo, ils dormaient 5 heures par nuit pendant une semaine. Eh bien, en seulement une semaine, leur testostérone a diminué de 15%. Ça ne paraît pas si fou que ça, mais ça implique qu'ils ont pris 10 ans. C'est comme s'ils étaient âgés de 10 ans de plus en termes de production de testostérone. Et c'est là toute la puissance du sommeil, ou dans ce cas, toute la puissance du manque de sommeil. La testostérone est l'une des hormones les plus dépendantes du sommeil pour l'être humain. Concrètement, vos niveaux de testostérone augmentent dans la nuit grâce au sommeil, alors qu'en journée, ils ont plutôt tendance à diminuer. Donc, si vous ne performez pas comme vous le souhaitez à la salle ou au lit, c'est peut-être à cause de la quantité et de la qualité de votre sommeil. Et malheureusement, le sommeil est souvent la chose qui est sacrifiée. Je ne sais plus si c'est le PDG de Netflix ou d'une autre plateforme, de streaming qui avait dit une phrase, moi, qui m'avait marqué, et qui avait dit que le sommeil, c'était son plus grand concurrent. Mais heureusement, de plus en plus de personnes commencent à comprendre l'importance de bien et de suffisamment dormir quotidiennement. Et si vous êtes en train d'écouter ce podcast, c'est très probablement votre cas. Après, ça n'est pas vraiment de notre faute. Ça ne fait qu'une petite dizaine d'années que les scientifiques parlent dans notre langue pour nous faire comprendre à quel point le sommeil est important. Car enfin, ça n'est pas, que le grand public n'était pas intéressé dans le sommeil, à ce sujet du sommeil. C'est simplement qu'ils n'étaient au courant, qui n'étaient pas au courant d'à quel point c'était important, car tout ce qu'on entendait n'était pas exprimé de manière claire et compréhensible, chose qui a bien évolué et ça, ben, c'est génial. Et il est primordial de comprendre les liens entre notre biologie et nos habitudes. En effet, ce que nous mangeons, les nutriments qu'on mange ainsi que notre sommeil impactent grandement notre corps, car toutes les cellules qu'on fabrique ou qu'on répare sont faites à partir des nutriments qu'on apporte à notre corps et grâce à la qualité de notre sommeil. Et dans le domaine de l'épigénétique, on s'est rendu compte de l'énorme influence qu'une seule bouchée de nourriture pouvait avoir sur l'être humain. Mais avant tout, avant de regarder quels compléments alimentaires vous pourriez prendre, et cetera, optimiser votre sommeil est la première chose à faire et ensuite on pourra voir quelles sont les autres choses que vous pouvez faire, pour être au max quand vous êtes éveillé. Concrètement, pour bon nombre de personnes, l'améliorateur de performance qu'elles recherchent ne se trouve pas sous la forme d'un complément alimentaire, mais dans leur lit. Certains d'entre vous le savent mieux que moi, mais les choses ont énormément changé sur ces 50 dernières années. Mais ce qui a changé sur les 10 dernières années est qu'on a commencé à comprendre comment rendre toutes les données collectées depuis 50 ans applicables pour tout le monde, c'est-à-dire comment rendre ça simple. Car en réalité, c'est simple. Un des gros problèmes aujourd'hui est que ça prend une quinzaine d'années avant d'avoir des résultats d'une étude fiable qui soit enseignée dans les cursus académiques, ce qui est absolument fou. De surcroît, une vérité à propos des êtres humains est que l'on veut du changement, on veut des résultats, mais on ne veut pas trop changer nous-mêmes. C'est pourquoi beaucoup d'auteurs en sont arrivés à partager des choses qui vous permettent de mieux dormir sans pour autant changer votre mode de vie du tout au tout. Idéalement, chacun voudrait pouvoir avoir de l'argent en claquant des doigts, ou le physique de rêve en claquant des doigts, ou le sommeil parfait en claquant des doigts. Mais il faut s'armer de patience et faire les petites habitudes chaque jour qui vous amèneront ces résultats sur le long terme. Le chemin vers la santé et la longévité est un très long chemin au bout duquel nous n'arrivons jamais. Mais chaque pas nous permet d'avancer vers cet idéal et nous permet de nous sentir mieux au quotidien.
Maintenant, sur les 50 dernières années, nous avons, nous avons vécu, l'avènement de la culture du travail acharné, du travail sans relâche. Il y a toujours eu des personnes comme ça dans l'histoire, mais ça a pris une nouvelle dimension de nos jours. Car avant, la nuit était synonyme de danger, tout simplement, car nous ne sommes pas capables de voir dans le noir, comme le peuvent de très nombreuses espèces animales, et par conséquent, nous ne pouvons pas faire tant de choses que ça en termes d'activité pendant la nuit. C'est pourquoi on maximise le nombre de choses que l'on fait dans la journée pour pouvoir mieux dormir pendant la nuit. C'est vraiment super important. Une bonne nuit de sommeil commence lorsque vous vous réveillez le matin. Mais aujourd'hui, nous ne nous abritons plus la nuit en attendant que le soleil se lève, car comme nous l'avons dit au début de cet épisode, nous sommes capables de créer une journée artificielle de 24 heures et donc nous sommes capables d'être debout quand on le veut. Et c'est différent de l'époque où on avait le feu et les bougies. Nos cellules et notre corps sont constamment en train de se demander à quel moment de la journée sommes-nous. Et c'est pourquoi la lumière est si importante pour nous et en particulier la lumière du soleil. Le problème aujourd'hui est qu'avec tous les écrans à notre disposition, nous sommes constamment soumis à un flux lumineux qui perturbe grandement notre horloge biologique, c'est-à-dire notre rythme circadien, en particulier le soir et la nuit. Très souvent, si vous passez votre journée en intérieur éclairé par de la lumière artificielle, votre sommeil sera de moins bonne qualité. C'est pourquoi il est important de prendre le temps de sortir de temps en temps, même si ça n'est pas pour faire une balade, juste sortir et voir la lumière naturelle, sans lunettes de soleil et pas à travers une vitre. Et puis, il existe d'autres petites choses que vous pouvez faire dans ces cas-là pour maximiser la qualité de votre sommeil. Vous avez des photorécepteurs partout sur votre peau qui peuvent capter de la lumière tout le temps. Mais la lumière du soleil, elle est à part. L'intensité lumineuse du soleil boxe dans une autre catégorie que toutes les lumières artificielles, et ce, même quand il y a des nuages dans le ciel. Et il faut arrêter d'avoir peur du soleil. C'est quand même grâce à lui que la vie est possible sur cette planète, entre autres. Oui, il est très puissant, mais nous avons évolué avec lui depuis des millions d'années. Tout de même, ça n'est pas négligeable. Dois-je vous rappeler par exemple que ça ne fait même pas 100 ans que les crèmes solaires existent. Donc si l'humanité a survécu et même prospéré jusqu'à maintenant sans crème solaire, c'est quand même que l'évolution a bien fait son travail. Et c'est la même chose avec la Lune. Nous avons évolué avec elle et par conséquent, même si on a l'impression qu'elle est très lumineuse dans la nuit, elle ne dérègle pas notre rythme circadien, tout comme la lumière provenant du feu, parce que nous avons évolué avec depuis des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années. En plus, c'est une teinte différente de ce à quoi nous sommes exposés de nos jours. Il y a des nuances de orange, de rouge, rendant cette lumière bien plus douce. Une des premières choses simples que vous pouvez faire pour améliorer la qualité de votre sommeil est de dormir dans une pièce totalement noire, totalement obscure. Donc, soit avec des volets roulants bloquant toute lumière, donc ça c'est parfait si vous avez ça, soit vous pouvez acheter par exemple des rideaux occultants si vous n'avez pas des volets occultants. C'est l'une des façons les plus rapides d'améliorer la qualité de votre sommeil, à savoir dormir dans une pièce plongée dans l'obscurité la plus totale. Et la mélatonine, l'hormone qui vous aide à vous endormir, a besoin de deux choses, l'obscurité et la régularité. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'être libérée tous les jours à peu près au même moment. Et c'est pour ça que tant de personnes détestent le lundi. Ça n'est pas parce qu'elles reprennent le travail, c'est parce que pendant la semaine, elles avaient une routine en place grâce à leur travail et que tout part à la poubelle le week-end et qu'elles sont en manque de sommeil le lundi. Et quand on est en manque de sommeil, on l'a déjà vu plusieurs fois
on en a déjà parlé plusieurs fois, dans le podcast. On sait que ça nous affecte mentalement et par conséquent, eh bien, on est plus irritable, plus émotionnel et donc, on a tendance à moins tolérer les choses et donc on tolère un peu moins le lundi. Après avoir parlé de la pollution lumineuse comme étant l'un des plus gros changements sur les 50 dernières années et l'une des choses ayant eu le plus d'impact sur la qualité du sommeil de la plupart des personnes, voyons les autres choses qui rentrent dans cette catégorie. Et la chose la plus importante est probablement la culture. Oui, la culture, alors pas la culture d'aliments, pas l'agriculture, mais bien la culture que l'on a dans nos pays, dans nos sociétés. Hem, la culture, on peut la définir comme étant les comportements, les valeurs et les croyances communes d'un groupe de personnes transmis d'une génération à l'autre. La culture fonctionne comme une main invisible qui guide toutes nos décisions. Dans de nombreux pays, les personnes ont des aspirations de liberté. Elles pensent qu'elles sont totalement libres. Mais cette liberté est basée sur les choix auxquels elles ont été exposées dans leur culture. Il y a certains choix qu'on ignore totalement. Vous êtes libre dans les limites de ce dont vous êtes conscient. Car tout ce dont nous avons envie est culturel. Les aliments dont on a envie, les activités que l'on souhaite faire sont toutes des choses culturelles en lien avec toutes les choses avec lesquelles nous avons été en contact. Il y a des personnes vivant dans différentes cultures qui n'ont pas les mêmes envies que nous, car elles n'ont pas été exposées aux mêmes choses que nous. Il y a des régions du monde où manger des insectes, des serpents ou même des chèvres sont des choses tout aussi normales que de manger du bœuf, des chips et toute la malbouffe chez nous. C'est juste une histoire de culture. Et selon des journaux américains de très bonne qualité, près de 60% de ce que mangent les Américains sont des aliments ultra transformés. Alors bien sûr, l'humanité transforme la nourriture depuis la nuit des temps, car faire cuire de la viande ou des légumes revient à les transformer. Mais ce genre de transformation est minimal, vous pouvez encore dire et savoir d'où vient cette nourriture. Les aliments ultra transformés sont quant à eux méconnaissables, car vous avez un champ de blé qui se transforme en choc à pic. Si vous apportez ce genre de nourriture en Asie de l'Est, dans des pays comme le Cambodge par exemple, et que vous demandez aux habitants à partir de quoi sont faits vos chocs à pic, ils n'en auront absolument aucune idée, car ça ne ressemble à rien de réel, à rien qu'on puisse trouver dans la nature, contrairement à de la viande ou à des légumes, même s'ils sont cuits. De surcroît, n'oublions pas qu'en plus de toutes les transformations, il y a aussi tous ces nouveaux ingrédients synthétiques qui sont ajoutés dans ce genre de nourriture et qui sont extrêmement dangereux pour la santé humaine. Pour en revenir au sujet de cet épisode, comment tout cela impacte-t-il le sommeil? Il y a deux choses qui ressortent. La première concerne ce que vous n'avez pas. Vous pouvez dormir dans une pièce totalement obscure, avoir le matelas le plus cher, vous pouvez avoir tous les gadgets, tous les objets que vous voulez. Si vous n'avez pas les nutriments clés qui vous permettent de fabriquer les hormones liées au sommeil ainsi que les neurotransmetteurs, la qualité de votre sommeil sera, quoi qu'il arrive, mauvaise. Si vous n'avez pas les choses qui fabriquent ce dont vous avez besoin pour dormir, vous allez évidemment avoir de gros problèmes et de grosses difficultés à bien dormir. Un exemple commun concerne la vitamine C. La plupart des gens la connaissent pour ses liens avec le système immunitaire. Mais c'est restreindre très largement cette vitamine. Elle est très importante pour votre peau, mais elle contribue encore plus à la qualité de votre sommeil. Et certaines études ont montré que les personnes souffrant d'une carence de vitamine C étaient plus susceptibles d'avoir des troubles du sommeil. Elles n'avaient aucun problème pour s'endormir, mais en avaient pour rester endormies. Et le problème, si vous prenez simplement un complément alimentaire en vitamine C pour être sûr d'en avoir suffisamment,
et qu'il existe différentes formes de vitamine C. Et ceci est vrai pour toutes les vitamines, que ce soit la C, la D, la B12 ou les autres. Elles existent sous plusieurs formes et la question est donc de savoir est-ce que, enfin, oui, et c'est de, pardon, la question c'est de savoir est-ce que la vitamine C que je consomme, hem, est-ce que c'est la forme qui est utilisable par mes cellules? Oui ou non? Et là où ça devient compliqué est que lorsque vous prenez vos petites gélules ou vos pastilles effervescentes de vitamine C pour soutenir votre système immunitaire et la qualité de votre sommeil, le problème est que près de 90% des produits sont faits à base de maïs et de sirop de maïs, et c'est le genre de produit qu'on pourrait utiliser pour définir ce qu'est un aliment ultra transformé. Et il y a des études qui ont par conséquent voulu savoir quelle était la différence, s'il y en avait une, entre obtenir de la vitamine C organique, c'est-à-dire provenant d'aliments peu ou pas transformés, versus de la vitamine C synthétique, c'est-à-dire provenant de compléments alimentaires. Cette étude a été publiée dans le journal de cardiologie aux États-Unis et les chercheurs ont sélectionné des personnes qui fumaient, causant de l'inflammation et du stress oxydatif dans leur organisme, et ils leur ont donné un concentré de vitamine C à partir de camu-camu ou un complément alimentaire classique et synthétique de vitamine C. Les participants continuaient de vivre normalement pendant une semaine en ajoutant simplement cette source de vitamine C. Et ce qui a été découvert est que lorsque les participants consommaient des aliments riches en vitamine C et des vrais aliments peu ou pas transformés, les marqueurs d'inflammation étaient significativement réduits, tandis qu'avec le supplément synthétique, aucun changement n'a été constaté. Et pour l'anecdote, une autre étude a même montré que les produits synthétiques augmentent la probabilité de développer, par exemple, des calculs rénaux. La question est donc, est-ce que mes cellules sont capables de reconnaître les nutriments? Ça n'est pas parce que chimiquement deux nutriments sont les mêmes qu'ils ont les mêmes effets sur notre corps. Nous avons évolué en interagissant avec la chimie des aliments, mais aujourd'hui nous avons accès à toutes ces versions synthétiques et isolées des vitamines et des nutriments, mais ces versions ne fonctionnent pas de la même manière. Quand on parle de sommeil, quand on parle d'améliorer son sommeil, on parle aussi souvent des routines. D'avoir une routine de sommeil, hem, ou tout simplement d'instaurer une routine pour favoriser son sommeil. Et énormément de personnes sont au courant qu'il est bon d'avoir une routine le matin, de voir le soleil, de bouger, et cetera. Mais beaucoup moins de personnes ont une routine pour le soir afin de se détendre, pour pouvoir se préparer à correctement dormir. Nous allons donc voir quelque chose que vous pouvez mettre en place le soir pour vous préparer au sommeil. La routine du soir commence avec le dîner, tout simplement car c'est l'une des choses les plus puissantes pour activer plutôt le système nerveux parasympathique afin de réguler le système nerveux sympathique. Une étude faite par le docteur Robert Waldinger est la plus longue faite sur la longévité des êtres humains et les données indiquent qu'au-delà de lutter contre l'obésité, au-delà de l'exercice physique, au-delà d'avoir un régime alimentaire sain, et bien que toutes ces choses sont importantes, la chose la plus importante pour déterminer notre durée de vie est la qualité de nos relations sociales. Ajoutez à cela une méta-analyse de près de 150 études concernant près de 350 000 personnes dans laquelle il a été trouvé qu'avoir des relations sociales ou des liens sociaux sains entraînait une réduction de 50% de la mortalité pour n'importe quelle maladie ou condition. Et on a donc une première réponse sur comment vraiment améliorer notre sommeil et notre longévité. Il y a donc quelque chose de vraiment spécial dans les interactions et les relations sociales chez les êtres humains, et nos relations influencent à peu près tout. Ce que l'on mange, nos habitudes de sommeil,
nos habitudes de sport, notre relation avec nous-mêmes, notre émotivité, etc. Et voici comment on en revient au dîner. Le dîner et les repas en général fonctionnent comme un unificateur, en particulier le soir, et ce, de tout temps. C'est le moment où on se retrouve pour partager la nourriture qu'on a chassée ou achetée selon l'époque. C'est le moment où l'on se raconte des histoires et plein d'autres choses. Nous avons évolué en chassant ensemble, en préparant la nourriture ensemble, en mangeant ensemble et en célébrant ensemble. C'est profondément ancré dans notre ADN. Nos gènes attendent de nous que nous fassions ça. Et c'est pourquoi le dîner est le premier domino. Car quand nous mangeons avec des personnes à qui nous tenons, des amis, de la famille, il y a un passage d'un état sympathique à un état parasympathique du système nerveux. Une des raisons à cela est parce que nous commençons à produire plus d'ocytocine. Et cela nous intéresse dans ce contexte car la libération d'ocytocine permet de neutraliser le cortisol pour nous aider à nous détendre. Et nous savons tous qu'il est bien plus facile de se stresser, de se rendre vigilant, que de se détendre. Eh bien, passer du temps avec les personnes qu'on aime nous aide à nous détendre plus vite que n'importe quoi d'autre. Donc, pourquoi ne pas en profiter? Ça fera autant de bien physiquement que mentalement pour tout le monde. Et il y a des études qui ont été menées à ce sujet, notamment à Harvard. Et ce qui a été trouvé est que les familles et plus globalement les personnes qui mangeaient en groupe avec des proches de manière régulière étaient bien plus susceptibles de manger de la vraie nourriture, des aliments peu ou pas transformés, et par nature, elles étaient bien plus susceptibles de consommer plus de nutriments vitaux et essentiels, permettant d'éviter les maladies chroniques et de mieux dormir. Qu'en est-il des enfants? Eh bien, dans le journal de pédiatrie, Journal of Pediatrics en anglais, une publication a découvert que partager 3 repas par semaine minimum avec ses enfants, ça peut être plus, mais 3 repas, c'est le minimum pour déclencher des effets. Manger au moins 3 repas avec ses enfants par semaine réduisait significativement les risques qu'ils développent de l'obésité et des troubles de l'alimentation. Et pour les adultes, me direz-vous? Eh bien, des techniciens de chez IBM ont été suivis, en particulier s'ils étaient capables de rentrer à l'heure pour le dîner ou non. Peu importe la quantité de stress expérimenté au travail, s'ils étaient en mesure de rentrer à temps pour partager leur dîner en famille, leur stress global était négligeable et il était gérable, il était neutralisé. Mais dès qu'ils n'étaient plus en mesure de le faire, leur taux de stress a énormément augmenté, la productivité au travail et le moral au travail ont énormément diminué. Il y a vraiment quelque chose de très spécial dans le fait de partager un repas avec les personnes qui vous sont chères. Nous avons parlé de l'ocytocine, du passage du système nerveux sympathique au système nerveux parasympathique. Et ce qui lie tout ça est le surnom du système nerveux parasympathique, à savoir le système de repos et de digestion, Rest and Digest en anglais, parce qu'ils adorent faire des trucs qui riment. Et c'est binaire. Soit il est activé, soit il ne l'est pas. Et partager un bon repas avec des personnes que vous aimez vous permet de basculer vers ce système nerveux parasympathique, vous permettant donc de vous détendre. Une autre chose qui explique pourquoi les repas sont si importants concerne l'aspect psychologique. Pour décompresser, pour se détendre, passer du temps avec des gens qu'on aime, être présent, leur faire sentir qu'ils comptent pour nous et sentir qu'on compte pour eux est très important. C'est pourquoi il faut éviter tous les écrans dans ces moments-là, pas de téléphone, pas de télévision. Et puis, le fait d'avoir une discussion pendant un repas le rend automatiquement plus lent, vous permettant de plus prendre le temps pour mâcher, pour digérer, impactant donc votre satiété.
Et un autre avantage de prendre un repas en groupe est que ça peut aussi vous amener à aller faire une petite balade tous ensemble. Par exemple, si c'est, un repas du midi notamment, peut-être pas le soir, mais voilà, généralement quand on fait des repas de famille le midi, eh bien, on finit le repas vers 15-16 heures et ben, pour digérer tout ça, on va faire une petite balade de 1 heure et demie, peut-être plus, et comme ça nous permet de sortir, de nous aérer, de continuer à partager des moments avec nos proches. Ça, c'est cool. Et il y a même, des influenceurs comme Hamza qui faisaient, des appels vidéo sur Zoom avec des centaines de personnes qui partageaient simplement leur repas avec les autres au lieu de rester, isolés. L'important est donc de prendre un moment le soir, moment qui s'appelle, le dîner, pour se poser, manger, simplement être présent et se connecter avec les personnes autour de la table. Vous connaissez peut-être déjà la règle des 3-2-1 pour le sommeil. Manger au plus tard 3 heures avant son horaire de coucher, limiter sa consommation de fluides dans les 2 dernières heures et enfin limiter la luminosité dans la dernière heure. Maintenant, en termes de protocole comme celui-ci pour améliorer la qualité de son sommeil, ça va vraiment dépendre de la situation. Pour pas mal de personnes, par exemple, manger trop tôt par rapport à leur horaire de coucher va faire que leur taux de glucose dans le sang baisse fortement dans la nuit, ce qui risque de les réveiller. Donc, comme toujours, c'est à vous de tester quand est-ce que vous pouvez finir votre dernière bouchée sans que ça ne vous empêche de vous endormir ou de vous rendormir au milieu de la nuit. Le but est de trouver ce qui est optimal pour vous, comme toujours. Maintenant, nous avons parlé du dîner, mais nous n'avons pas évoqué quelles sont les nourritures que vous pouvez manger pour favoriser votre sommeil. Vous vous en doutez, il en existe plein, donc nous allons en voir 2 qui peuvent convenir ou non en fonction de vos préférences et de votre régime alimentaire. Le premier aliment est tout ce qui touche aux baies noires, comme les myrtilles par exemple, qui sont riches en composés favorisant la mélatonine. Le second aliment est le saumon. Le saumon a un peu le vent en poupe ces derniers temps, car il présente beaucoup de bénéfices. Et la chose qui nous intéresse pour la qualité du sommeil dans le saumon, ça va être les oméga 3. Car une carence en oméga 3 est très clairement liée à des troubles du sommeil, d'où leur importance. Ça n'est pas juste que le poisson est bon pour la mémoire et le cerveau, c'est que le cerveau a besoin de ces oméga 3 présents dans le poisson. Les oméga 3 sont essentiels pour reconstruire et réparer vos cellules cérébrales. Et des études ont été menées à ce sujet dans lesquelles des IRM ont été réalisées afin d'observer les cerveaux des participants. Et ce qui a été trouvé est que les personnes consommant 4 grammes ou moins de DHA et d'EPA par semaine, qui sont des oméga 3 qu'on trouve uniquement dans des sources animales, 4 grammes ou moins par semaine, avaient un plus fort pourcentage de rétrécissement du cerveau avec 4 grammes ou moins, encore une fois. Et sincèrement, une bonne tranche de saumon peut vous donner ça en un seul repas. Donc, vous avez les bénéfices de partager votre repas, votre dîner avec vos proches, et vous mangez ces aliments de qualité, favorisant votre sommeil. Et donc, pour la plupart des personnes, et comme je l'ai déjà dit, c'est à vous de tester. Mais en général, finir son repas dans les 2 à 4 dernières heures avant d'aller vous coucher est ce qui fonctionne le mieux, encore une fois, chez la plupart des gens. Une fois que le dîner est fini, hem, vous pouvez, peut-être, regarder, des écrans. Vous pouvez regarder votre émission ou votre série, préférée, jouer à un jeu vidéo pendant 30-45 minutes avec vos enfants ou faire plein d'autres choses, concernant les liés avec des écrans. Et dans ces cas-là, vous devriez songer à avoir des lumières anti-lumière bleue. Grosso modo, vous devez commencer à réfléchir à la lumière à laquelle vous êtes exposé dans les 3 dernières heures de votre journée, en général, hein. Comme toujours, il y a des différences individuelles.
Et idéalement, il faut commencer à agir sur la luminosité ambiante et sur le type de lumière à laquelle vous êtes exposé 1h30 à 2 heures avant d'aller vous coucher. Et bien sûr, selon la région du monde dans laquelle vous vivez et selon la saison, vous allez être plus ou moins exposé au soleil durant vos journées. Et la question est de savoir que faire, car personne n'a envie de s'ennuyer et de perdre son temps. Regarder des écrans dans la dernière heure, à dernière, heure et demie n'est pas conseillé. Donc vous pouvez faire plein d'autres choses. Vous pouvez lire, par exemple, mais il faut pouvoir éclairer la pièce où vous lisez pour y voir, évidemment. Et on peut se demander, est-ce qu'utiliser une liseuse est possible? En résumé, que pouvez-vous faire pour profiter de vos 2 dernières heures de la journée, tout en contrôlant la pollution lumineuse? Ne nous mentons pas, nous vivons dans un monde moderne dans lequel il y a tellement de choses à faire. Donc, si nous pouvons créer une routine qui nous permet de nous sentir mieux au quotidien, nous pourrons encore plus pleinement profiter de toutes ces choses. Le but est de profiter et de passer un bon moment. C'est pourquoi il est important de mettre une routine du soir en place dans laquelle vous faites des choses qui vous plaisent, car quel est l'intérêt d'optimiser votre sommeil si vous sacrifiez votre temps libre pour votre sommeil? Quel est l'intérêt de bien dormir pour pouvoir profiter plus de la vie si c'est pour ne pas profiter au final dans les moments où vous pouvez afin d'optimiser votre sommeil? C'est pourquoi vous devriez peut-être considérer l'achat de lunettes anti-lumière bleue si vous ne voulez pas lire, mais que vous préférez regarder un film, une série, jouer à un jeu vidéo dans les dernières heures de votre journée. Cependant, évitez d'acheter des lunettes premier prix car en général, elles ne bloquent pas grand-chose. Concrètement, lorsque vous avez des lunettes de ce type devant vos yeux, vous ne devriez pas voir de la même manière que si elles n'étaient pas là. Et pour savoir si les lunettes que vous considérez ont une chance d'être efficaces contre la lumière bleue, vous pouvez regarder la couleur des verres. Ils doivent être normalement extrêmement colorés, ils doivent être vraiment jaunes. En général, ils sont jaunes. Et ils devraient être vraiment très, très, très jaunes, assez foncés, quoi. Et l'avantage est que le cerveau humain est toujours à la recherche de routines, de comportements automatiques. C'est pourquoi il peut encore plus vous aider à vous sentir fatigué dès que vous mettez vos lunettes anti-lumière bleue, grâce à l'association entre les lunettes et le fait que vous allez bientôt vous coucher. Il y a pardon, définitivement un aspect, psychologique qui entre en jeu lorsque vous mettez une routine en place. Néanmoins, il est quand même préférable d'éviter d'utiliser les écrans dans la dernière heure de votre journée à cause de l'aspect stimulant de ces derniers. Pas seulement à cause de la lumière, mais aussi parce que ce qu'on regarde, ce à quoi on peut jouer, ça peut aussi nous stimuler et nous sortir du système nerveux parasympathique et plutôt nous amener donc vers le système nerveux sympathique. Et rassurez-vous, il y a des dizaines et des dizaines de choses que vous pouvez faire dans cette dernière heure. Comme nous l'avons évoqué plus tôt, vous pouvez lire, que ce soit un roman, un magazine, une bande dessinée ou autre chose. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez aussi simplement avoir une conversation avec quelqu'un. Et bien sûr, le sexe, et en particulier l'orgasme, peut vous permettre de vous endormir plus vite. Tout simplement car lorsque vous avez un orgasme, que vous soyez une femme ou un homme, un cocktail de substances chimiques est libéré dans votre organisme, substances qui favorisent la qualité du sommeil. Parmi les substances, on trouve l'ocytocine, dont nous avons déjà parlé. On trouve aussi la prolactine. Et les hommes, produisent 4 fois plus de prolactine quand ils ont un orgasme avec un partenaire que lorsqu'ils ont un orgasme seul. Et la prolactine, elle est vraiment très puissante pour vous rendre fatigué,
Donc oui, vous pouvez faire l'amour dans la dernière heure de votre journée. Cela vous permet de vous connecter avec votre partenaire. Cela vous permet d'investir dans votre relation, ce qui bénéficie ce qui bénéficiera à tout le monde dans le couple et même en dehors. Et nous n'avons cité que deux-trois choses que vous pouvez faire, mais il en existe tellement d'autres plutôt que de regarder la télé. Jouer à un jeu de société est un autre exemple là qui me vient en tête. Le tout est de faire ces activités dans une pièce éclairée avec de la lumière douce, une lampe de chevet plutôt qu'un lustre. Certaines et certains d'entre vous écoutent peut-être des podcasts ou des livres audio avant de dormir et vous pourriez vous demander si c'est une bonne idée ou non. En particulier, le type de choses que vous écoutez peut avoir une influence sur votre capacité à vous endormir, c'est-à-dire qu'écouter un podcast sérieux pour lequel vous avez besoin d'une grande capacité d'attention va peut-être vous mettre dans un état qui n'est pas propice à l'endormissement, tandis qu'écouter un livre de fantasy ou de science-fiction ou bien une émission racontant l'histoire d'une civilisation n'aura pas le même effet et ça vous permettra de vous détendre et de vous endormir plus vite. Car rappelez-vous de la discussion que nous avons eue plus tôt. Nous avons évolué en écoutant des histoires le soir et une des choses qu'on fait quand on a des enfants est de leur lire une histoire avant de dormir. C'est pourquoi lire ou écouter des histoires, en particulier des fictions, fonctionne si bien. Et ce qui est bon est de se rappeler que rien n'est tout blanc ou tout noir. Vous n'êtes pas soit un addict aux écrans, soit une personne qui les évite à tout prix. Il faut écouter son corps, son esprit, reconnaître ses émotions. Maintenant, un problème avec le fait d'écouter un podcast ou bien un livre audio avant de s'endormir, et c'est le même problème dès qu'il y a de la technologie, c'est que ça peut nous faire perdre du sommeil en réalité, car les histoires qu'on écoute, elles sont tellement captivantes qu'on n'arrive pas ou qu'on n'a pas envie de s'arrêter. On veut écouter le chapitre suivant, l'anecdote suivante. Mais les histoires que vous écoutez pour vous détendre avant de dormir, elles n'ont pas besoin d'être des fictions. Ça peut être un podcast de développement personnel, par exemple, ou toute autre chose. Le but étant d'écouter quelque chose qui vous permette de vous détendre et quelque chose qui vous plaise afin que vous puissiez réussir à mieux dormir et donc, avant de mieux dormir, que vous puissiez réussir à vous détendre. Maintenant, il y a des personnes qui font tout bien. Elles font du sport, voient le soleil pendant la journée, font les bonnes choses pour se détendre, mais malgré tout ça, il leur arrive à un certain moment de leur vie d'avoir une latence de sommeil d'une heure ou plus, c'est-à-dire qu'elles mettent une heure ou plus à s'endormir de manière régulière. Dans ce cas, ça va énormément dépendre de la situation, vous vous en doutez bien, mais nous allons voir les choses qui peuvent causer ce problème de latence. Premièrement, c'est l'une des choses les plus communes, évidemment, le stress. Vous êtes trop stressé, vous n'arrivez pas à correctement gérer vos niveaux de stress de manière efficace, vous avez beaucoup d'adrénaline, d'épinéphrine, de cortisol dans votre système. Après, je l'ai déjà dit, mais il faut arrêter notamment de diaboliser le cortisol. Il faut plutôt voir cette hormone comme l'incroyable Hulk. Oui, cette hormone est capable de casser pas mal de choses et de faire des dégâts, mais elle peut aussi accomplir plein de belles choses. Grosso modo, vous avez plutôt besoin que le cortisol soit Hulk en début de journée pour bien vous réveiller, et vous voulez que le cortisol soit Bruce Banner le soir quand vous voulez vous endormir. Et le truc, c'est que vos pensées sont capables de déclencher la libération de substances chimiques dans votre corps. Donc, si vous avez des pensées anxiogènes le soir, vous allez probablement déclencher la libération d'adrénaline, d'épinéphrine et de cortisol dans votre organisme. Et un moyen simple de se détendre est de se reconnecter à l'instant présent. Vous avez peut-être 10 choses super importantes à faire demain, mais dans tous les cas, vous devez attendre d'être demain pour les faire.
Là, vous êtes dans votre lit, il est bientôt l'heure d'aller se coucher, donc autant profiter de cette bonne nuit de sommeil pour recharger les batteries et pour être en mesure d'accomplir les 10 tâches du lendemain le mieux possible. Et comme nous en avons parlé dans l'épisode concernant les rêves et l'apprentissage, c'est pendant le sommeil, en particulier pendant la phase de sommeil paradoxal, que certains de nos problèmes sont résolus. Une autre chose que vous pouvez faire lorsque vous ruminez un problème est de vous poser dans votre lit et d'imaginer que vous êtes assis autour d'une grande table avec 3 personnes à votre droite et 3 personnes à votre gauche. Et ces personnes vont changer selon le problème que vous rencontrez. Mais globalement, vous vous imaginez en train d'être dans cette position de salle de conseil et vous demandez aux personnes autour de la table ce qu'elles pensent que vous devriez faire dans votre situation actuelle. Et la plupart du temps, vous allez être en mesure de deviner ce qu'elles pourraient vous répondre si elles étaient vraiment là. Au fond de vous, vous connaissez au moins une partie de la solution. Car le simple fait de faire tout cela vous permet de prendre du recul sur ce qui se passe maintenant, sur ce qui se passera demain et sur que faire. Donc, la première chose pour essayer de réduire votre latence de sommeil est donc de trouver un moyen de rationaliser les choses, de les relativiser, de prendre du recul pour réduire vos niveaux de stress. Vous pouvez pour cela également utiliser des techniques de respiration comme le soupir psychologique, par exemple. Soupir psychologique, c'est ou physiologique, c'est ce dont j'ai souvent parlé sur ce podcast. C'est tout simplement de prendre une grande inspiration par le nez, puis de reprendre une toute petite inspiration et ensuite de tout expirer par la bouche, l'entièreté de l'air qu'on a dans les poumons. Car eh bien, la grande majorité du temps, quand vous n'arrivez pas à vous endormir rapidement, c'est parce que vos pensées s'enchaînent sans relâche et vous ruminez pendant tout ce temps. La chose numéro 1 est donc de trouver quelque chose qui vous permette d'arrêter le monologue interne qui se déroule dans votre tête, et ce, avant de vous coucher. Vous pouvez considérer aussi de faire une forme de méditation avant de dormir. Idéalement, vous faites toutes ces activités hors de votre lit pour éviter l'association entre votre lit et un état d'éveil. Vous réservez votre lit idéalement uniquement pour dormir et pour le sexe et rien d'autre. Après, la chose qui est cruciale est de vous connaître. Vous connaissez la célèbre phrase de Socrate, connais-toi toi-même. Si faire une méditation allongée dans votre lit vous permet de transitionner rapidement vers le sommeil, alors tant mieux. Sinon, faites cette méditation ailleurs. C'est toujours une histoire de test. Et les techniques de méditation ou le NSDR, le Non-Sleep Deep Rest, sont super quand vous vous réveillez au milieu de la nuit pour vous rendormir. Après le stress, une carence ou un manque en nutriments est une cause possible d'une latence de sommeil excessivement longue. Comme toujours, vous pouvez avoir la meilleure routine de sommeil que vous voulez. Si vous n'apportez pas les nutriments dont votre corps a besoin, nutriments qui sont les éléments constitutifs qui aident à la conversion de la sérotonine en mélatonine, la sérotonine étant nécessaire à la fabrication de la mélatonine, et donc il faut regarder ce que vous faites d'un point de vue nutritionnel qui peut gâcher éventuellement ce processus. Voyons quelques aliments qui sont super pour le sommeil. Nous avons évoqué déjà les baies noires et le saumon un peu plus tôt. Il y a aussi les œufs. Les œufs contiennent des oméga 3 et de la choline qui sont impliqués dans le sommeil. Après, je tiens à préciser qu'aucune de ces nourritures ne vous endort après les avoir mangées. Elles contiennent simplement des composés qui peuvent vous aider à dormir parce que ces composés peuvent permettre, par exemple, de fabriquer ou de déclencher le fabriquement de certaines hormones qui, elles, vont vous aider à dormir. Les œufs sont aussi fantastiques grâce aux acides aminés qu'ils permettent d'obtenir.
Nous avons parlé d'hormones et de neurotransmetteurs aujourd'hui, qui sont en gros les DM cellulaires, hein, ce qui permet aux cellules de communiquer entre elles. Les hormones sont essentiellement composées de protéines, ce qui implique que si vous êtes en carence de certains acides aminés, vous ne pouvez tout simplement pas les produire. C'est pourquoi il est important d'apporter à votre corps les nutriments dont il a besoin pour fonctionner au mieux. Un autre composé est le tryptophane. Le tryptophane est un des éléments constitutifs de la sérotonine et c'est ce qui peut vous rendre léthargique après un gros repas. La volaille, donc le poulet, la dinde et tout le reste, est une bonne source de tryptophane. Nous avons donc 4 aliments: les baies noires pour la mélatonine, le saumon et les œufs pour les oméga-3 et les acides aminés, la volaille pour le tryptophane. Maintenant, voyons les boissons potentielles. Et ce sera la dernière partie de cet épisode. La camomille peut aider à la détente, mais la chose potentiellement la plus intéressante, c'est le thé. En particulier le thé Reishi, R-I-S-H-I, le thé Reishi, qui semble réduire la latence de sommeil, qui semble améliorer le temps de sommeil global et qui semble également améliorer la qualité du sommeil, en particulier la quantité de sommeil profond quand il est consommé 30 minutes à 1 heure avant de se coucher. Et pour ce qui est des aliments, vous n'êtes pas obligé de les manger le soir pour le dîner. Vous pouvez très bien manger vos œufs le matin, votre saumon ou votre volaille et vos baies noires le midi. Votre corps sera capable d'agir en conséquence. Pour terminer, votre environnement est probablement l'une des choses sur laquelle vous pouvez agir afin de rendre simple le fait de bien dormir. Car bien sûr, nous sommes très largement influencés par notre environnement, mais la beauté de notre espèce est que nous sommes capables de créer un nouvel environnement, en particulier chez nous, dans notre lieu de vie, afin de rendre certaines choses plus simples à faire que d'autres. Voilà, nous en avons donc terminé avec cet épisode sur le sommeil. Nous avons vu beaucoup de choses dans cet épisode, des divers aliments nous permettant d'améliorer notre divers aliments, pardon, nous permettant d'améliorer notre sommeil, pardon. Et puis nous avons vu aussi quelques habitudes, quelque chose que vous pouvez faire, les lunettes anti lumière bleue, si vous regardez des écrans, en particulier le soir, quand le soleil est couché. Éviter d'avoir des lumières bien sûr trop puissantes, avoir des lumières douces le soir également, et idéalement des lumières qui sont bien situées au niveau du sol ou en tout cas qui sont situées en dessous de vos yeux. Hem Et évidemment, il y a encore plein d'autres choses concernant le sommeil, mais voilà, aujourd'hui, on a vu quelque chose, tout ce qui est l'aspect, relation humaine avec le dîner, le fait de partager un moment avec des personnes que l'on aime, pour nous aider à mieux dormir. Voilà, donc dans les futurs épisodes, nous verrons, également d'autres choses que nous pouvons, tout simplement, mettre en place, d'autres choses que nous pouvons faire. Voilà, puisque, ben, évidemment, heu, il y a tellement de choses qu'on peut faire que, il y a beaucoup d'épisodes du podcast qu'on va pouvoir encore faire, à ce sujet. Donc, merci pour, votre écoute, aujourd'hui. Comme toujours, si vous êtes, sur YouTube, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à mettre un commentaire, à me dire en commentaire votre avis, à me dire aussi, en commentaire, quels sont les sujets que vous aimeriez bien que j'aborde dans le futur. Hem
sur le podcast des 4 piliers. N'hésitez pas aussi, si vous êtes sur les plateformes, à mettre des commentaires, à mettre 5 étoiles, au podcast. Ça me soutient, énormément. Voilà, ça aide à référencer le podcast et à faire en sorte que plus de personnes soient en mesure de bénéficier de ce podcast. Et puis, comme toujours, bien évidemment, on se retrouve, mardi prochain à 18h pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers et jeudi et samedi prochain à 18h pour 2 nouveaux formats courts, évidemment, et évidemment disponibles sur YouTube et toutes les plateformes d'écoute. Merci pour, votre, écoute et votre attention. Je vous souhaite une bonne nuit, et je vous souhaite surtout une excellente journée.